bonjour à tous. Merci de votre présence à cet atelier sur l'IA et les métiers du droit. L'idée de ces trois quarts d'heure, ce sera de parler de l'impact de l'IA pour les métiers du droit. Et on va commencer par déjà parler d'IA générative, puisque l'IA existe depuis très longtemps, mais l'IA générative n'est arrivée dans le grand public que depuis maintenant 2 ans. Et on se rend compte que ça pose pas mal de questions, que ce soit pour le grand public ou pour les juristes, sur l'impact que ça peut avoir sur la profession juridique. Ce qu'on peut dire, c'est que l'IA est une véritable opportunité en termes de gain de productivité pour les juristes, mais dans le même temps, il y a un principe de précaution qui nous oblige à nous poser des questions sur les risques, les failles, les limites de cette nouvelle technologie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces solutions existent depuis un certain temps. Et aujourd'hui, il y a une accélération, notamment au niveau des éditeurs. Tous les grands éditeurs juridiques essayent de mettre de l'IA dans leurs solutions pour avoir des gains en puissance de calcul, en puissance de recherche ou de veille. Dans ce contexte, on se pose la question de dire, est-ce que l'IA va affecter nos métiers de manière, je dirais, importante ou pas? Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Ginestier, qui est avocat, un des pionniers des Legal Tech, hein, puisque je crois que depuis les années 2000, Philippe Ginestier travaille sur ces questions-là. Une présentation rapide peut-être de Philippe Ginestier pour ceux qui ne le connaissent pas. Philippe Ginestier est avocat au barreau de Paris. Il est fondateur du cabinet Ginestier Magellan Palais Vincent, diplômé d'HEC, de la Harvard Business School et de la Harvard Law School. Également titulaire d'un DSS de droit privé et de sciences économiques de l'Université de Montpellier. C'est bien ça? Voilà. Monsieur Ginestier est vraiment spécialiste de ces questions d'intelligence artificielle et de robots appliqués au contrat depuis de nombreuses années. Et donc, il pourra nous donner son éclairage sur ces questions-là. Et Gino Legal Tech, qui est la Legal Tech qu'il a fondée il y a maintenant une dizaine d'années, s'appuie sur des travaux qui datent de bien plus longtemps que cela, hein. Et donc, j'ai le plaisir donc d'animer cette table ronde à ses côtés. Et peut-être pour commencer, peut-être parler de l'état de l'art. Où est-ce qu'on en est sur l'IA-G appliquée au monde du droit? Cher Boubacar, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie de la présentation aimable que vous avez faite de ma personne. Mais je vous en veux quand même beaucoup pour le titre de la conférence, qui est quand même, je trouve, un peu rude pour l'avocat que je suis. Mais ne vous inquiétez pas, vous verrez, c'est pas si mal. Alors, l'état de l'art. L'état de l'art, je voudrais d'abord vous communiquer, j'ai mis prodigieux, pourquoi? Je voudrais vous communiquer, premièrement, une joie immense qu'on a dans le monde dans lequel nous sommes. On est dans un monde qui a plutôt tendance à être glauque et on est la première génération de l'histoire de l'humanité qui voit naître une intelligence non humaine. C'est absolument extraordinaire d'avoir ce bénéfice. Et on peut voir aussi dans cette intelligence des solutions. Elle va nous apporter des solutions à des questions qui se posent à nous, qui sont manifestement trop complexes pour l'homme, comme l'écologie. Les écosystèmes sont trop complexes pour l'homme qui doit être augmenté par l'IA pour résoudre ces problèmes. Espérons qu'elle nous permettra aussi de résoudre les problèmes des relations entre les hommes et les pays. Ça, c'est le côté vraiment enthousiasmant. Du point de vue de l'impact de l'IA sur les professionnels du droit, mais plus généralement sur tout le monde, je voudrais vous communiquer les 3 éléments que je considère comme les plus disruptifs. Premièrement, l'IA générative traite des données brutes, c'est-à-dire que vous traitez du texte, un fichier de texte, vous traitez un fichier d'image ou de film, de vidéo, vous traitez un fichier de son. Et ça, c'est complètement nouveau. Avant, pour traiter un document, il fallait une intervention informatique, alors que là, c'est open bar, on amène l'information que l'on veut, ça va vous aider à la traiter. Donc ça, c'est un pas énorme qui est fait dans l'histoire de l'humanité. Deuxièmement,
Un deuxième pas considérable est que l'IA générative travaille sur des concepts et non pas dans une langue. Nous raisonnons tous dans une langue, ce qui est quand même un carcan qui amène des biais, des préconceptions, des façons de voir les choses. L'IA générative, transforme tout en vecteur mathématique. Quand vous allez sur ChatGPT, quand vous allez sur Gemini, quand vous allez sur Llama, en réalité, la base de connaissances derrière cela est une base en vecteur mathématique. Votre question, votre prompt est transformé en vecteur et tout se passe dans une vectorisation. Alors en réalité, c'est une représentation du monde dans l'univers des vecteurs, dans un multidimensionnel, même multidimensionnel avec des millions de dimensions. Et chaque mot, qui pour nous est un mot, mais qui traduit un concept, est représenté par un vecteur affecté évidemment de paramètres. La complexité du système est gigantesque. Il faut qu'on ait quand même une admiration infinie pour les gens qui l'ont inventé. Les vecteurs peuvent porter jusqu'à 5000, un vecteur peut porter jusqu'à 5000 paramètres. Et ça, c'est extraordinaire. Les conséquences sont que nous avons des traductions comme nous n'avons jamais eues. Parce que tout traducteur, même les meilleurs, part de sa langue maternelle et traduit depuis cette langue maternelle ou vers cette langue maternelle, c'est-à-dire avec une forme de biais. Là, quand vous allez lui demander une traduction, il va transformer le texte que vous lui demandez de traduire en vecteur et à partir de ce vecteur, va le retraduire dans une autre langue. Et donc, il n'y a pas la marque. On est dans un monde conceptuel. Il n'y a pas la marque d'une langue. Deuxièmement, la base de données utilisée grâce en particulier évidemment à Wikipédia et plus généralement à l'Internet, la base de données est dans toutes les langues et dans toutes les cultures. Donc vous avez un outil qui est totalement transculturel. Et ça, c'est également totalement nouveau. Et quand vous posez des questions, vous voyez régulièrement des réponses qui appartiennent à des cultures qui ne sont pas la nôtre. Et des questions et des réponses qui sont souvent extrêmement riches grâce, on met en œuvre toutes les cultures du monde. C'est vraiment étonnant. Donc on a une représentation de l'univers et des réponses qui sont universelles. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est majeur. Troisième élément, le développement auquel nous assistons est exponentiel. Les volumes de contexte, qui sont un problème technique compliqué à résoudre, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez inclure comme information dans votre prompt, dans votre question, est en train d'exploser. On était à 4000 tokens, c'est-à-dire 6000 mots. On est maintenant passé à 2500 pages sur Gemini. 1 million de tokens, c'est extraordinaire. Et ça change le dialogue que nous pouvons avoir avec la machine. Hein. Vous pouvez donner un contexte de 1500 pages, si vous le voulez, à votre question. Ce qui quand même change totalement la nature de ce que vous pouvez faire avec. Deuxièmement, on voit apparaître de plus en plus de modèles qui sont spécialisés. En droit, bien entendu, mais beaucoup en médecine, en biologie. Dans tous les domaines, on voit apparaître des modèles qui sont spécialisés. Ce qui suppose d'ailleurs pour les créateurs de ces modèles, ce qui suppose de faire toute l'annotation et la labellisation des informations qu'ils rentrent. Et ce marché de sous-traitance de la labellisation et de l'annotation représente aujourd'hui 3,5 milliards de dollars par an. Donc vous voyez l'importance de l'investissement qui est fait par les OpenAI, les Microsoft, les Google, les Mistral en France. Hein. C'est considérable. Et enfin, on voit un approfondissement des raisonnements. Dans la dernière version de ChatGPT 1.0, qui est en train de sortir, vous pouvez travailler avec ChatGPT sur le raisonnement. Vous pouvez lui faire décomposer son raisonnement et lui demander de l'améliorer ou de le modifier. On est donc devant des choses extraordinaires. Je vous donne ici, voilà justement ce que dit OpenAI sur les performances de ce modèle.
hein, il a performé dans les 11% meilleurs dans un concours américain de programmation. Il était dans le 89e centile, c'est-à-dire dans les 11% les meilleurs. Parmi les 500 meilleurs étudiants aux États-Unis, dans les épreuves de qualification pour les Olympiades de maths. Et enfin, il répond de façon plus exacte que les gens qui ont un doctorat dans un classement sur la base de problèmes de physique, de biologie et de chimie. Donc vous voyez que l'habilité de monsieur est avancée, quoi. Voilà. Alors, quelles sont les opérations effectuées par le GENIA? Essentiellement, et c'est essentiel de savoir quelles opérations, puisqu'on verra pour chacun de nous comment ça s'applique à ce que nous faisons intellectuellement. Compréhension du langage, on l'a vu, c'est absolument étonnant, et ça lui permet de générer des textes dans à peu près toutes les langues du monde. L'autre jour, j'étais avec un client sud-africain qui parle le swahili, et ça m'a traduit le contrat, on l'a fait pour s'amuser, mais ça a traduit le contrat en swahili, il m'a dit c'est parfait. Donc c'est quand même absolument étonnant. 2, le brainstorming, la recherche d'idées. Ça va être un des domaines les plus forts et les plus universels pour tout le monde. Rechercher des idées en travaillant, en posant les questions que nous nous posons, en les posant au modèle qu'on utilise. Et enfin, sur la créativité, sur la création d'images. Alors, dans les Legal Tech, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des automatisations de tâches, génération de documents, de parties de documents. Nous avons, évidemment, les textes, c'est formidable parce que le droit est un monde de textes. Hein, qu'il s'agisse, bien entendu, des lois et tout ce qui les entoure, qu'il s'agisse de la jurisprudence, qu'il s'agisse de contrats, il faut générer des textes. Et l'IA le fait assez remarquablement. Il faut analyser des documents, faire des résumés, extraire des informations, faire des comparaisons. Les comparaisons sont essentielles parce qu'elles permettent d'assurer la conformité d'un document aux règles que vous êtes fixées. Donc vous rentrez un contrat, ça va automatiquement vous dire « Attention, ce contrat n'est pas conforme à vos règles en matière de RGDP ». Voilà. Alors. Donc voilà, la question c'est quels sont les apports et forces de l'IA appliquées à nos matières juridiques, que ce soit en matière contractuelle, de veille ou de recherche. Alors, si on regarde le problème du droit, le droit par rapport aux entreprises, quelle est la fonction du droit? La fonction du droit est d'organiser la propriété des actifs. Première fonction. C'est ce qui permet à une entreprise de posséder des immobilisations, des stocks, etc. Deuxièmement, de garantir l'exécution des obligations. Et troisièmement, de fixer le cas de la conformité. Ça, ce sont les fonctions de base et on s'aperçoit que l'intelligence générative va très bien fonctionner pour tout cela. En tenant compte du fait qu'on est dans un monde de plus en plus réglementé et de plus en plus judiciarisé. J'ai vécu en tant qu'avocat le passage de le droit, c'est la poignée de main, on est tombé d'accord, on se serre la main, au monde d'aujourd'hui où le droit, c'est mon obligation, c'est ce que je pense qu'un juge m'obligera à faire. C'est un autre système, hein, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est ce système qui a permis de passer à un monde internationalisé qui est par essence anonyme. La poignée de main, c'est bien et ça tient bien parce que j'ai connu Paris étant une petite communauté où si vous trichiez par rapport à votre poignée de main, vous ne faisiez plus d'affaires dans Paris. On n'en est plus là. Mais le monde s'est internationalisé. Alors, première application, c'est l'automatisation du contrat, du contract management. On arrive aujourd'hui à vraiment assister énormément la production des contrats par les opérationnels. Les juristes, bien entendu, programment tout le modèle automatisé. Et sont ensuite les opérationnels, les commerciaux, les administratifs, peu importe, les directions de ressources humaines qui font les contrats en répondant à des questions. Ça donne évidemment comme avantage une réduction du time to market. Deuxièmement, ça diminue considérablement les coûts. Et troisièmement, ça désengorge les services juridiques qui sont submergés par les demandes des commerciaux. Il me faut mon contrat pour demain.
Le problème, c'est qu'ils sont 10 à le demander. Donc tout ça sont des avantages directs de la production des contrats par les opérationnels. Deuxièmement, le système va gérer la vie du projet et va notifier les opérationnels concernés sur l'avancement. C'est-à-dire que moi, commercial, je serai notifié que ça y est, on a envoyé le contrat à la partie adverse, que ça y est, la partie adverse a répondu en demandant des modifications, j'aurai accès immédiatement à ces modifications, je vais pouvoir suivre tout ce processus. Deuxièmement, on pourra gérer, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, les risques contractuels. Ces risques contractuels avant et après la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, c'est de faire un contrat qui est conforme, à la loi et au règlement, et on en a de plus en plus, et deuxièmement, aux règles de l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Et ça va l'automatiser et attirer l'attention sur les points de non-conformité. Après le contrat, les risques contractuels, c'est je ne livre pas dans les délais, j'ai une pénalité qui va me tomber. Il faut que je connaisse cette pénalité, que je sache quel risque je prends si je ne respecte pas mon délai, etc. Donc ça, c'est les risques après. Et on va également aider beaucoup à gérer ces risques. Ensuite, le suivi de l'exécution, au-delà de la gestion des risques, mais le suivi de l'exécution. Quels sont des rappels d'échéance, les pénalités de retard, on vient d'en parler, les délais de renouvellement, si on veut renouveler ou pas le contrat, des alertes pour les événements importants, etc. Donc tout ça, ça va être assisté par l'automatisation. Et vous voyez bien que là-dedans, pour donner tout ce suivi, il faut bénéficier de l'intelligence artificielle qui permet de traiter tout type de documents et d'informations. Et enfin, la gestion des droits et obligations qui est très demandée par les entreprises. Dites-moi, à la suite de ce contrat, faites-moi une liste en des termes non juridiques de mes droits et de mes obligations. Tout ça, c'est le contrat outil de gestion. C'est-à-dire qu'on traduit le contrat en termes opérationnels et les gens ont accès à tout cela. Les opérationnels, les gens qui sont dans l'action. Et donc, on leur donne accès au contenu des contrats grâce à des résumés ou des extraits de contrats qui concernent leurs points. Je suis le financier, dans ce contrat, ça va m'extraire ce qui concerne la finance. Je n'ai pas envie de lire les 50 pages du contrat. Je veux savoir ce que je dois gérer là-dedans. On peut également noter les contrats en fonction des références définies. Les marges, les prix, les risques, etc. On peut donc avoir une idée de quels risques et quelles valeurs pour l'entreprise ont les contrats. Enfin, et ça c'est essentiel, on va intégrer les données contractuelles dans le système d'information. Le passage du système de « on se serre la main » au système de « je dois ce que le juge dira que je dois » et qu'on met tout dans les contrats. On fait les contrats, comme on dit, à l'américaine. Donc les contrats en 50 pages. La contrepartie, c'est que tout est écrit dans le contrat. Et donc c'est une mine d'informations absolument extraordinaire. Et l'automatisation permet d'insérer automatiquement la totalité des données contractuelles dans la base de données de l'entreprise. C'est d'une richesse absolument extraordinaire. Je sais tout ce que je produis, quand je dois le livrer, à quel prix, comment, avec quelle assurance. J'ai tout dans... Aujourd'hui, tout est contractualisé. C'est la conséquence de ce monde anonyme qui a permis la mondialisation. Et enfin, ayant cette base de données, on peut faire des analytics de contrats. C'est-à-dire qu'on peut dire, donnez-moi tous les contrats que j'ai signés où la livraison se fait dans l'héros, donnez-moi tous les contrats que j'ai signés à plus de 1 million, tout ce qu'on veut. On peut faire tous les analytics que l'on veut de son entreprise parce que tout est exprimé dans la base de données. Dans le domaine du contentieux, évidemment, c'est l'accès puissant à la connaissance, la loi, la jurisprudence. C'est le traitement des pièces de dossier. Quand vous avez des dossiers qui ont des centaines de pièces, c'est quand même très intéressant d'avoir en 10 minutes le résumé de ces pièces, de chacune des pièces. Et si vous le voulez, de le faire par sujet. Qu'est-ce que les pièces traitent sur tel aspect? Quelles de ces pièces viennent à l'appui de telle prétention? Donc ça, c'est vraiment d'une puissance extrêmement importante. Rédaction de passage de conclusion,
argumentaire. Hein. Ça, c'est le côté création. Et c'est vraiment étonnant de voir comment, quand vous interrogez un modèle de LLM, il vous répond sur comment vous pouvez argumenter sur tel et tel point en lui donnant le contexte. Et enfin, les prédictions, c'est-à-dire dans telle affaire, vu la jurisprudence, quelles sont mes chances de gagner et combien. Ça marche moyennement en France parce que les juges, on a une justice d'abord qui est collective, hein, qui est collégiale, 3 magistrats, on ne sait pas lequel en réalité a proposé la solution, et les magistrats bougent. Donc on n'aille pas à avoir de référence par rapport aux États-Unis, qui ont des magistrats beaucoup plus spécialisés et stables. Le conseil, c'est l'appréhension du contexte et la créativité. Et également, les analyses émotionnelles. Alors ça, évidemment, c'est extrêmement délicat et il faut l'utiliser qu'en le déclarant. Mais vous pouvez voir dans une négociation et analyser les aspects émotionnels. Oui. Donc, en écoutant Philippe Ginestier, on comprend que l'IA peut être utilisée à la fois en matière de conseil et en matière de contentieux et fait gagner pas mal de productivité aux juristes ou aux avocats. Mais finalement, est-ce que ça va remplacer le juriste ou est-ce qu'il y a des risques ou des biais dont il faut faire attention dans l'utilisation de l'IA? Mon cher Boubacar, vous me cherchez. Vous voulez faire disparaître les avocats. Et vous verrez, c'est une dystopie. Alors, les faiblesses, c'est évidemment la dépendance aux données. Hein, vous n'aurez de bons renseignements juridiques que si la base de données utilisée par le système est riche. Si vous n'avez pas les principales jurisprudences, vous n'aurez pas une bonne réponse. 2, il y a celle, je reviens sur le contexte, il y a les éléments que vous donnez au système dans votre question. Et là aussi, si vous n'avez pas un bon contexte, vous n'aurez pas une bonne réponse. Deuxièmement, il y a les hallucinations, mais ça, c'est un sujet qui amuse beaucoup les journalistes. Mais les LLM sont comme les hommes, ils font des erreurs et des fois ils disent absurdités. Hein. Le troisièmement, et ça c'est le risque peut-être le plus important, c'est la dépendance à la techno et à son fonctionnement. Le jour où on pourra nous priver, dans le cadre de guerre électronique, de l'accès au système, on sera perdu. Dès aujourd'hui, si demain je n'ai plus accès au cloud et à Internet, je ne suis plus avocat. Je ne sais plus faire mon métier. D'ores et déjà, évidemment, avec l'intelligence artificielle, ce sera encore pire. On dit également le manque de transparence sur les sources et sur l'utilisation des données personnelles. Sur les sources, je ne suis pas inquiet parce que nous n'avons pas accès aux sources de notre pensée. Elle est faite de tout ce qu'on a accumulé au fil des années. Et fait qu'aujourd'hui, si je vous demande pourquoi vous émettez telle opinion, vous ne savez pas me dire les 8000 textes qui vous ont amené, 8000 interactions humaines que vous avez eues, qui vous ont amené à avoir cette pensée. Ça, il faut exercer son jugement. Les principaux risques. Le premier, c'est de ne pas se former au concept de l'IAG, de l'intelligence générative, et au prompting. Ça, c'est le premier risque. C'est un risque de déclassement profond, mais pas uniquement professionnel. Hein. C'est un risque de déclassement. Le deuxième risque, c'est de ne pas faire de même avec ses équipes. Hein, car vous allez les exposer à elles-mêmes être déclassées et avoir une équipe qui n'est pas dans le coup. Après, c'est de ne pas considérer, on revient aux hallucinations, hein, c'est de ne pas considérer l'IAG comme un collaborateur. C'est un collaborateur extrêmement puissant, mais c'est un collaborateur. Vous devez contrôler ou faire contrôler ce qu'il produit. L'homme ne doit jamais perdre le contrôle là-dessus. Pour les raisons que nous avons indiquées, hein, c'est le risque d'hallucination et la dépendance des données. Et donc, il faut tenir compte des deux pour juger la réponse. Après, il y a un problème de sécurité. Hein. Le risque, c'est que vous ne faites pas vérifier quels seront le sort des informations que vous communiquez. Vous demandez un résumé d'un contrat. Dans le contrat, comme on l'a dit, il y a énormément d'informations dont beaucoup sont généralement confidentielles. Et il faut s'assurer que ces informations ne vont pas fuiter du fait de l'interrogation de l'IA. Et enfin, un des risques pour les entreprises, c'est de ne pas disposer d'un groupe de réflexion agile sur les enjeux. Hein? Quelle est l'utilisation de la générative par la concurrence? Quels sont les aspects éthiques qui risquent de nous exposer
a des défauts éthiques et donc a des défauts qu'on n'accepte pas personnellement et que de toute façon on n'accepte pas du point de vue réputationnel, et a l'impact sur les équipes et sur l'organisation. Ok. Juste une question peut-être. En vous écoutant, je comprends que euh, euh, je- l'appropriation finalement de la technologie est quelque chose d'important. Oui. Mais au-delà de cela, je crois que ce qui est aussi important pour les juristes, c'est de définir des cas d'usage et de diffuser finalement ces cas d'usage au niveau de l'entreprise et de les adapter finalement au contexte de l'entreprise. Tout à fait. Hein? Et ça, c'est un vrai sujet, c'est le problème de la transformation. Hein. Mm. C'est un vrai sujet qui demande d'acculturer les gens à la technologie. Et effectivement, on le fait en ayant des cas très précis pour que les gens voient très bien où ils vont et quels bénéfices ils reçoivent. Hein, il ne faut pas aborder la transformation de façon abstraite, hein, mais de façon très concrète, en se disant, voilà, on va vous faire des résumés, des contrats, et donc vous pourrez, en 5 minutes, déjà avoir une idée assez claire de ce qui nous est proposé. Ça, ce sont des use cases, comme vous dites, hein, qui sont extrêmement utiles. Et sinon, par rapport à aujourd'hui, en termes de perspective, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'IA générative appliquée au monde du droit? Alors, premièrement, toutes les activités juridiques, on l'a vu, hein, vont être modifiées. Qu'on parle du monde contractuel, qu'on parle du monde contentieux, qu'on parle du monde du conseil, c'est-à-dire de l'ajustement du droit et des affaires, car c'est ça le conseil, hein, c'est de mettre le droit au service de l'activité économique et de préserver l'activité économique grâce au droit. Hein, c'est les deux. On a vu que dans tous ces domaines, hein, le juriste va devoir s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour mieux gérer son monde contractuel, pour mieux gérer son contentieux, pour mieux conseiller les décideurs, les opérationnels. Ça, on a vu comment ça va se produire. On a des activités qui vont disparaître. La traduction juridique est en train de disparaître et va disparaître très rapidement. Je vous conseille, si vous voulez faire des traductions, d'utiliser Gemini, qui est l'intelligence artificielle de Google. Vous verrez pour la traduction, vous verrez, il y a un petit bouton après en haut de la réponse qui vous dit d'avoir des détails. C'est ahurissant. Vous pourrez discuter de chaque mot et de la propriété de chaque mot par rapport au contexte. C'est ce qu'aucun traducteur ne vous fera. La recherche de sources juridiques, pensez au monde anglo-saxon, qui est un monde, comme vous le savez, de case law, hein, de jurisprudence. Vous aviez des équipes de centaines de jeunes juristes qui faisaient des recherches pendant des semaines pour une affaire donnée. C'est évidemment terminé. Le travail de 10 juristes pendant une semaine est remplacé par 1 minute de recherche grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est quand même étonnant. Hein. En France, on a de très beaux systèmes, hein, comme Prédictive ou comme Doctrine, qui vont chercher dans des millions de jurisprudences et qui vous ramènent en 1 minute les cas qui vous intéressent. C'est un changement profond. Et donc, une partie, et ça, c'est vraiment la leçon qu'on doit tous retirer, hein, une partie de nos activités, mais une partie significative va être d'interagir avec des LLM. Hein, on va de plus en plus travailler en permanence. Faites l'expérience, vous posez une question, comment je vais aborder cette négociation? Vous tapez le contexte de la négociation, vous dites comment aborder la négociation, vous serez étonné. Vous aurez 2 choses. Vous aurez d'un côté les réponses bateaux auxquelles vous auriez pensé, mais vous en aurez la liste en 30 secondes, et souvent dedans, vous allez trouver une perle, une idée auquel vous pensez que vous n'auriez peut-être pas accédé facilement. Ça, c'est vraiment très riche. Donc, on appelle son temps à interagir pour avoir de l'info, pour traiter de l'info et pour avoir des idées, pour s'améliorer. Et donc, on va passer du temps à développer des prompts. Le prompting va devenir, on va tous devenir, sauf à vouloir être exclus, on va tous devenir des prompteurs. Et le prompting, il y a un peu une tromperie, hein, dans l'intelligence artificielle, c'est qu'elle parle tellement notre langage qu'on a l'impression qu'elle réfléchit comme nous. Ce n'est pas le cas.
Hein, comme beaucoup de gens, il faut savoir lui parler. Et donc, c'est le prompting, c'est l'ingénierie du prompting. Il faut apprendre à parler intelligence artificielle pour en tirer le maximum. Hein, et c'est là où le contexte intervient. Il faut créer des contextes riches pour avoir des réponses extrêmement sophistiquées. Alors, ceux qui profiteront de la vague seront augmentés, à tous les sens du terme. Hein. Ils seront augmentés, et ceux qui n'en profiteront pas seront dégradés. Hein, on va vers des hommes et des femmes augmentés, et ça sera un vrai bonheur. Alors, si je suis chef d'entreprise et que je souhaite faire du droit ou me faire conseiller par ChatGPT uniquement, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou pas aujourd'hui? De se faire conseiller uniquement par ChatGPT et de se passer de son juriste ou de son avocat? Je réponds à votre question provocante. Est-ce qu'il y a votre prochain avocat? Certainement pas. Et ce que je sais, ce dont je suis sûr, c'est que votre prochain avocat sera augmenté. C'est ça la réponse. Hein. Vous savez, il y a les grandes peurs, parce que les journalistes aiment les grandes peurs, donc on voit partout des articles. On a lu que l'IAG allait détruire l'humanité, enfin on a tout vu. En 1962, une journaliste un peu provocante a demandé à Picasso, c'est quand même étonnant, que pensez-vous maître des ordinateurs? C'est une question étonnante, mais Picasso était un génie, il a eu une réponse fulgurante qui est extrêmement éclairante aujourd'hui. Il a répondu, les ordinateurs ne servent à rien, ils ne donnent que des réponses. Et c'est le cas de ChatGPT, de Llama ou de Gemini ou de Mistral. Ça ne donne que des réponses. L'homme, le génie de l'homme, c'est de poser des questions. Car en réalité, on s'aperçoit, si on regarde la macro-histoire, que l'homme répond toujours à ces questions. Oh, j'aimerais aller sur la Lune. Il répond à sa question, il sait y aller. Aller sur Mars, on va y aller. Mais après, comment? Et là, c'est là que les LLM vont nous apporter des réponses. Et c'est une puissance extraordinaire, l'intelligence artificielle. C'est comme l'énergie atomique, regardez-le, l'homme s'est pas mal organisé. Hein, et l'institution de l'ONU à Vienne qui gère ça, arrive à pas mal gérer ça, même avec les Iraniens, même avec des pays qui ne sont pas obligatoirement faciles à diriger. On a l'atomique depuis à peu près 80 années, hein, et on n'a pas eu de catastrophe. C'est pareil pour l'intelligence artificielle. Vous avez vu, ça a commencé l'an dernier. En juillet l'an dernier, on a eu une première conférence à Londres sur les pays qui se réunissent pour faire que l'intelligence ne fasse que répondre à nos questions. Merci Philippe. En vous écoutant et pour résumer un peu nos échanges, moi je retiens trois choses finalement. C'est que l'intelligence artificielle nous amène à repenser le droit ou la pratique du droit autrement. Ça c'est la première chose. Donc il faut une capacité d'adaptation pour les juristes. À nous repenser. Hein? À nous repenser. Exactement. La deuxième chose, c'est que ça ne sonne pas la fin des juristes ou des avocats. Hein? Donc, on a de beaux jours devant nous en tant qu'avocats. Et donc, l'obsolescence programmée du juriste dont on parle est plutôt un fantasme qu'autre chose. En revanche, il va falloir que les juristes fassent un effort d'adaptation, clairement, d'adaptation ou en tout cas d'appropriation un peu de l'intelligence artificielle. Et la dernière chose, c'est peut-être de retenir le fait que l'IA est finalement un copilote. Donc, il aide le juriste et c'est un équipier finalement du juriste. Hein? Donc, moi, c'est les trois points que je retiens en écoutant un peu tout ce qu'on a dit sur les apports, les avantages, etc. Vous partagez cet avis? Tout à fait. Vous savez, Boubacar, là, vous voulez la disparition des avocats, je me bats. On va rester. Un monde sans avocats serait une dystropie totale. Parce que ça voudrait dire que c'est un monde sans droit. Et le droit, c'est sa noblesse. Hein. Le droit est très imparfait, on peut le critiquer de partout, mais c'est la seule alternative à la violence. Et donc, un monde sans avocat et sans juriste serait un monde livré à la violence. Bon, on a connu ça, hein, et c'est en train de revenir malheureusement de temps à autre. Et donc, ce serait une dystropie. Donc, espérons qu'il n'y a pas de risque. Alors, on me demande, pensez-vous que les IA pourront négocier entre elles? Réponse oui. Réponse oui. Les IA pourront négocier entre elles. Elles pourraient déjà le faire, mais il est certain que là, alors, elles auront l'avantage et l'inconvénient de ne pas avoir d'émotionnel. Elles n'ont donc pas
Elles ne mettront pas d'ego dans la négociation, qui est un facteur souvent négatif pour une négociation et parfois positif. Hein, c'est les deux. Et deuxièmement, elle éliminera les facteurs de pouvoir. Dans une négociation, il y a une relation également de pouvoir et ça, elle va l'éliminer. On peut considérer que c'est positif ou que c'est négatif. Mais l'IA aujourd'hui en serait capable, mais elle n'est pas encore prête. Il faudrait qu'on travaille là-dessus. Avec les IA existantes, on pourrait le faire, mais il faut travailler là-dessus. Vous savez, l'IA, en tant que praticien, je trouve que c'est une situation psychologique nouvelle et qui a ses complexités psychologiques. Pour la première fois, la limite de l'homme, ce n'est pas la technologie. Ma voiture ne peut rouler qu'à 300 à l'heure, puis c'est fini. Là, la limite, c'est mon imagination. Il y a quelque chose de complexant là-dedans, il y a quelque chose de rude là-dedans. Hein, c'est moi la limite. On a une autre question que je vois sur le fil. Est-ce que ChatGPT pourra plaider? Moi, j'ai compris qu'il avait réussi le barreau de New York. Il a réussi, oui. Il devrait pouvoir plaider, non? Alors, ChatGPT a effectivement réussi le barreau de New York. Oui, ça pourrait plaider. Je pense surtout qu'on va résoudre beaucoup de litiges qui se résoudront automatiquement par l'intelligence artificielle. C'est la suite toujours de cette judiciarisation de la société. Les procès explosent, la justice, on le voit bien, est débordée. La justice n'est pas toujours aussi neutre qu'on le souhaiterait. Hein. On est rentré dans un monde où beaucoup de magistrats s'autorisent à projeter leurs valeurs dans leur lecture de la loi, ce qui n'est pas la règle absolue ou ce qui ne devrait pas être la règle. Et je pense donc qu'on va arriver à régler beaucoup de litiges automatiquement. Je vous le disais tout à l'heure, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire des argumentations, et c'est un moyen puissant de faire des argumentations, et elle pourra donc les comparer, les juger. Il faudrait faire, à mon avis, ça relèverait d'un investissement de quelques dizaines de millions pour avoir un système qui pourrait juger beaucoup de litiges. J'ai une troisième question qui est-ce qu'on l'a posé à ChatGPT la question de savoir s'il serait notre prochain avocat? Moi, j'ai pas fait l'exercice pour être tout à fait honnête. Hélène, et c'est quoi la réponse? Écoutez, j'ai fait l'exercice. J'ai fait l'exercice, évidemment. Et la réponse, elle est comme sur ChatGPT, elle est correcte. Donc, je ne suis pas un avocat. Et donc, ChatGPT pourra vous fournir l'information, mais pour le conseil, vous devez vous adresser à un avocat. C'était la réponse parfaitement correcte. Vous avez remarqué que ChatGPT a un billet extrêmement correct. Si vous lui dites « faites-moi une ode à la gloire de M. Biden », il va vous le faire. Vous posez la même question pour M. Trump, il refuse. Parce qu'il considère que ce n'est pas correct. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a pas d'autres questions. Non? Il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle qui pourraient être posées. Oui. Non, mais posez-la, on va la reprendre. Pardon. Dites-moi. Il me semble que les juristes sont assez loin d'être prêts peut-être pour ce gap. Qu'est-ce qui pourrait être fait concrètement en entreprise pour justement les aider à se familiariser avec ça? Parce qu'on a de l'obsolescence. Oui, très bien. La question est intéressante. Ça rejoint le sujet de la formation des juristes et de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que les juristes s'approprient mieux cette nouvelle technologie et ne soient finalement pas dépassés. Je pense 2 choses. 1, accoutumer les juristes aux 30 concepts de base de l'intelligence artificielle générative. Vous voyez, comprendre que ça résonne non pas dans une langue, mais c'est important d'avoir ces concepts de base. Et 2, apprendre à prompter. Mais c'est vrai pour le juriste, c'est vrai pour tout le monde. Et peut-être un troisième élément que je pourrais rapporter, c'est travailler sur les cas d'usage. Parce que les cas d'usage vont dépendre de votre pratique du droit, de votre secteur d'activité. Et donc les cas d'usage ne sont pas complètement transposables d'une entreprise à une autre. Donc vraiment travailler sur les cas d'usage, c'est quelque chose d'important aussi. Très pratique.
Oui. Quel outil on peut utiliser pour intégrer nos propres données, nos propres guides, nos propres jurisprudences, enfin tout ce qui est... Quand on est avocat très spécialisé, on aurait besoin d'avoir une IA qui intègre nos propres données. Est-ce que ça existe ça? De mon point de vue, oui, il doit exister des solutions qui peuvent intégrer les données de votre cabinet. Par contre, la question que ça pose, c'est la question de l'environnement et de sa sécurité par rapport à la confidentialité. Donc, est-ce que c'est un cloud dont vous êtes propriétaire totalement, ou est-ce que c'est quelque chose qui crée un risque de fuite de données? Donc, la question, elle se pose plus en termes de sécurité qu'en termes d'outils. Je pense que n'importe quel outil aujourd'hui existant peut travailler pour vous. C'est pour un cabinet d'avocat? Oui. Oui. Oui, alors il y a deux façons de procéder, plus les autres. Mais il y a deux façons de procéder, c'est le RAG. C'est que vous avez une base de données et en fonction de votre question, ça va chercher dans la base de données les infos pertinentes pour la question et ça les soumet ensuite au LLM que vous utilisez. D'accord? La deuxième, plus coûteuse, plus complexe, mais plus riche, c'est de faire du fine-tuning d'un LLM, c'est-à-dire que vous intégrez vos données directement dans la base de données du LLM. Voilà les deux façons. Et la troisième, mais plus pauvre, c'est d'utiliser le contexte. Hein, vous pouvez faire 2000 pages sur le contexte de votre cabinet et systématiquement les utiliser quand vous posez une question. Ça, bon, c'est limité comme technique, mais bon, c'est un premier pas. Six secondes. Cher Philippe, en tout cas, merci C'est moi qui vous de remercie. nous avoir donné cet éclairage intéressant et j'espère que vous avez pu profiter un peu de cet échange et des réflexions que pose l'IA pour les métiers du droit. Merci à tous.